Eh ben, merci. Voilà, j'ai le plaisir de conclure cette séance. J'espère que ces témoignages de première main, voilà, vous auront été utiles. Merci en tout cas à tous les intervenants. Alors, quelques convictions, et puis voilà, pour clôturer cette matinée, voilà, quelques chiffres pour montrer qu'on est en fait tout au début. Je pense qu'on a tous entendu parler, vous savez, des puissances de calcul colossales qui sont nécessaires pour entraîner ces fameux modèles de fondation, donc les OpenAI, les Mistral, Cocorico français, les anthropiques, voilà, dont on entend parler. Mais en fait, ce que ce graphique montre, c'est que les puissances voilà, de calcul nécessaires, donc c'est plusieurs milliers de GPU, c'est mois et des mois d'entraînement et c'est dizaines de millions d'investissements pour entraîner ces modèles, ne sont rien à côté de la puissance qui va être nécessaire pour consommer ces modèles. Donc ce qu'on appelle l'inférence. Une fois que le modèle est entraîné, voilà, à chaque fois qu'on pose une question à Anna, il y a un calcul qui est fait. Et donc ce que montre ce graphique, c'est que l'entraînement de GPT-4, en fait, pour servir la planète en IA, en un jour, il va falloir utiliser ici 4 fois plus de puissance de calcul, rien qu'en un jour. Donc sur une année, plus de 1000 fois plus de puissance de calcul. Donc on est finalement sur ce phénomène de l'IA générative, on a entraîné ces modèles, on n'est qu'à 1 millième finalement du chemin, ce qui montre que l'utilisation va effectivement exploser, et ce qui montre aussi pourquoi ce que Damien montrait, le cours de bourse d'NVIDIA et la demande en ce moment de ces puissances de calcul est extrêmement tendue. Donc premier élément. Deuxième élément de partage, on en a beaucoup parlé d'expérience utilisateur, du X. Si on voulait expliquer un petit peu comment on faisait de l'IA avant le 30 novembre 2022, donc cette fameuse date historique de révélation de ChatGPT, faire de l'IA, c'est le graphique du haut, donc prendre de la donnée, entraîner des modèles très spécifiques sur des tâches très spécifiques, donc entraîner un modèle à reconnaître un sinistre dans une image, entraîner un modèle à classifier un email, entraîner un modèle à générer de la voix, donc beaucoup de choses spécifiques et répétitives. Et en fait, avec l'IA générative et les modèles de fondation, ces modèles étant pré-entraînés pour tout faire, et étant ce qu'on appelle également multimodaux, donc ils savent aussi bien écouter que parler, que regarder des images ou lire du texte, et bien finalement la partie entraînement et données est réduite un peu à la portion congrue, et par contre reste effectivement la partie expérience utilisateur, comment ces décisions sont apportées dans les mains ici des collaborateurs et de l'organisation. Et ça se joue à des micro-détails. Donc je sais qu'avec les équipes d'Annie et effectivement de BPCE, on a passé des heures carrées à affiner le moindre détail. Je vous donne un exemple qui m'a marqué. Au tout début de Anna, donc quand on posait une question, on affichait la réponse et ensuite les sources. Et en fait, on s'est aperçu que c'était un peu confusing, parce qu'on avait l'impression que Anna peut-être sortait une réponse sortie d'une sorte d'intelligence, alors que pas du tout. Finalement, ce que répond Anna vient des sources en premier lieu. Donc on a fait le choix d'afficher finalement les sources avant la réponse. Et même dans le vocabulaire, on parle de réponse, on parle maintenant plus volontiers de synthèse, parce que finalement ce que fait Anna, c'est ni plus ni moins synthétiser une source authentifiée, et ainsi de suite. On pourrait donner des exemples. On a parlé OK, on affiche la source, mais il nous faut également par exemple la fraîcheur de la source. Donc je sais qu'il y a eu des enjeux de mettre la date de la source. On s'est aussi fourvoyé dans des ça a été évoqué, d'aller en plein pot dans le génératif, mais on s'est aperçu qu'il y a des collaborateurs qui tout simplement savaient exactement ce qu'ils cherchaient. Voilà, ils cherchaient la procédure pour faire un rachat partiel, pas besoin de générer quoi que ce soit, et donc pouvoir accéder rapidement à l'information. Donc tous ces micro-détails, en fait, finalement, sur lesquels on passait peu de temps, parce qu'on était surtout à passer du temps dans la configuration de la solution, en mode NLU, effectivement, avec ces fameuses utérances dont on a
plus besoin, c'est un tout petit peu technique, mais donc toute cette partie-là n'a plus lieu d'être, et par contre la partie expérience utilisateur devient prégnante. Alors je dis d'autant plus que nous, en tant qu'ingénieurs, voilà, c'est aussi un effort pour nous obliger à concevoir des produits avec des expériences efficaces. Et puis ça change la façon dont on construit nos solutions. Alors pas que nous, Zellros, mais tout éditeur de technologie, en particulier pour des industries spécialisées. Voilà, ce qu'on veut montrer là, c'est qu'avant, en gros, et ça rejoint un peu la question tout à l'heure de Maïf, il y avait un peu le choix, soit de construire en interne, soit d'acheter des solutions sur étagère. Donc voilà, avant, quand on voulait construire en interne, il fallait plutôt mobiliser des développeurs et des data scientists. Il fallait coder des logiciels et puis faire des spécifications internes avec des problématiques ensuite d'évolution de la solution. Ou bien on achetait sur étagère et on paramétrait la solution. Avec l'IA générative, en fait, ce débat n'a plus lieu d'être, puisque arrive une nouvelle façon d'utiliser des technologies comme Zellros ou d'autres, basées cette fois-ci, comme on en a parlé, sur le prompting. On redonne de l'autonomie aux experts métiers, parfois pour des usages qui n'ont pas été pensés initialement par le logiciel. Là aussi, une petite anecdote sur le projet BPCE, donc, qui initialement est conçu pour poser des questions et avoir des synthèses. En fait, on s'aperçoit que si, au lieu de poser une question, on demande de rédiger un email pour répondre à la question, on transforme le même outil qui était fait pour faire des réponses en un outil de drafting d'email. Donc ce que je illustrerai là, c'est que même nous, en tant que concepteurs de la solution, on l'a prévu pour un usage A, et en fait, l'IA générative permet également de l'utiliser pour un usage B, et sans avoir à le coder spécifiquement. Donc ça ouvre une autonomie pour les experts métiers, ça redonne à l'expertise humaine finalement la différence. Et ça ouvre, en termes de design, un nouveau type de produit. Alors, enjeux sécurité et sûreté, ça aussi, ça a été évoqué. Donc, c'est pour ça qu'on n'utilise pas les LLM et ChatGPT grand public. Donc, aujourd'hui, à l'heure où on se parle, on utilise les LLM OpenAI de Microsoft, ces LLM étant hébergés en Europe. Je dis à l'heure où on parle parce que tout peut changer, et donc chez Zellros, on essaye de concevoir et d'être agnostique au LLM. On a commencé d'ailleurs à faire des premiers tests avec Mistral et à préintégrer Mistral. Donc voilà, ce volet est extrêmement important. La partie effectivement AI Act qui peut laisser entendre que demain, pour certains usages, il y aura une réglementation qui obligera à utiliser certains types de modèles de fondation et pas d'autres. Et puis on parle beaucoup de l'open source. Alors pour compliquer également les choses, c'est que même les modèles open source, il y a une question de confiance qui peut se poser. Voilà une news là, du début d'année donc sur Hugging Face, qui est cette plateforme mondiale des LLM open source. On s'aperçoit que commence à être présent sur cette plateforme qui finalement est parfois un peu opaque parce qu'on ne sait pas forcément la traçabilité de tous ces modèles. Et bien certains d'entre eux se sont révélés dangereux ou en tout cas intégrer des éléments malveillants. Donc la sécurité, chez Zellros, et d'autant plus dans les domaines réglementés de l'assurance, sont extrêmement importants. C'est pour ça qu'on a parlé également du grounding, effectivement, des modèles sur les données de l'entreprise pour l'empêcher absolument de diverger. Voilà, et enfin, pour terminer, un petit témoignage également. On voit de plus en plus de la part de nos partenaires la prise en compte en tant que nous, fournisseurs de solutions externes, de questionnaires de sécurité spécialisés IA. Alors, c'est pas que ça nous fait particulièrement
plaisir de remplir ces formulaires qui sont en général longs et fastidieux, mais ce qui nous fait plaisir, c'est qu'on voit effectivement une maturité grandissante sur les sujets, donc des questions qu'on ne nous posait pas avant, sur quel type de données a été entraîné le LLM que vous utilisez, est-ce qu'il y a plus de données de langue anglaise ou de langue française, qui est votre fournisseur, que mettez-vous en place contre les hallucinations, que mettez-vous en place voilà, sur différents sujets. Également des formulaires pour décrire les cas d'usage, avantages, inconvénients, risques de ces cas d'usage. Et puis également des certifications qui commencent à apparaître. Donc, Zelros, on est certifié ce qu'on appelle ISO 27001, c'est une certification de sécurité voilà, extrêmement répandue. Et en décembre dernier, une extension de cette certification au domaine de l'intelligence artificielle est également apparue, donc ce qui montre voilà, cette maturité grandissante sur les sujets de sécurité. Et évidemment, Zelros s'empare de ces considérations. Voilà ce que je voulais vous dire. Et pour conclure, on vous donne voilà, rendez-vous dans le 4 juin. Alors le 4 juin, c'est presque une éternité hein, dans le monde de l'IA générative. Donc on n'a pas de boule de cristal, on ne peut pas vous dire ce qui va se passer d'ici le 4 juin. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y aura voilà, une actualité probablement extrêmement riche et intéressante autour de l'IA générative. Et on fait notre voilà, événement annuel. Et donc vous êtes bien évidemment tous conviés pour des témoignages, des retours d'expérience et puis quelques surprises qu'on dévoilera lors du programme.